En fait, ceux qui fabriquent les inégalités, et j'aime beaucoup ce terme de fabrique des inégalités, c'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit principalement à cause de l'écart de richesse. Et donc c'est vraiment très important d'avoir en tête que la précarité existe parce qu'il y a une accumulation de richesses ailleurs. La précarité n'est pas ni une question individuelle, ni une question d'accident de parcours. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que la question de ces inégalités soit au cœur de toutes les réflexions politiques. Pas là pour décorer, le podcast d'Espace de Liberté. Écoutez notre série spéciale Précarité, 2e épisode, La précarité, un travail à temps plein. En Belgique, plus de 2 millions de personnes courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, c'est-à-dire que leur revenu est inférieur au seuil de pauvreté. Difficultés à payer ses factures, logements insalubres, problèmes d'accès à l'emploi, soucis de santé, isolement, c'est le quotidien d'un Belge sur 6. La faute à qui ? C'est la question que nous avons posée en filigrane à Céline Nieuwenhuis. Elle est secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Et à l'approche des élections qui se sont tenues en juin, la Fédération a publié son mémorandum. Nous l'avons épluché pour tenter de comprendre qu'est-ce qui fabrique la précarité et comment la prendre en charge. Parmi les recommandations phares du mémorandum, placer les inégalités au centre de la question environnementale. On a donc demandé à Céline Nieuwenhuis, est-ce que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage ? Évidemment, sur cette question-là, il y a 3 choses importantes à saisir. D'abord, de manière générale, les personnes précaires, aujourd'hui, sont bien plus exemplaires que le reste de la population en termes d'impact environnemental. Mais elles n'ont pas les apparats du bon écolo, si j'ai envie de dire. Et donc, il y a une forme d'injustice dans le regard qui leur est porté. Mais dans les faits, ils vivent dans des petits logements, ils voyagent beaucoup moins, ils récupèrent énormément. Et donc, en fait, on a là des personnes, et toutes les études le prouvent, Mathilde Souba, entre autres, qui travaille à Lille, travaille là-dessus, toutes les études prouvent que ces personnes consomment beaucoup moins que quelqu'un qui a des moyens et qui a une grande conscience écologique. On dit, nous, que là-dessus, on s'inspire aussi de Fatima Wassak. L'écologie, c'est à partir et avec les personnes, c'est pas dans du paternalisme. Donc ça veut dire qu'il faut pas aller dans les quartiers les plus précaires en disant aux gens comment ils doivent faire. Il faut aller dans les quartiers précaires et militer avec les gens sur ce qu'ils vivent. Ça veut dire la manière dont eux font face à la crise écologique. Ils vivent la pollution dans leur quartier, ils vivent la pollution dans leur logement, ils vivent la mauvaise alimentation, ils vivent les pesticides. Donc c'est aussi arriver dans ces quartiers avec une démarche qui est d'associer les gens à des luttes écologistes parce qu'ils en sont les sentinelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, si on continue à parler d'écologie comme on en parle aujourd'hui, ça veut dire à partir de problèmes qui sont assez théoriques et assez éloignés des gens. Donc on parle évidemment de zones carbone, on parle de nucléaire, on parle de rareté des matériaux, etc. C'est important de parler d'écologie à partir du concret, à partir du vécu, à partir des publicités qu'on laisse dans les rues pour des produits mauvais pour la santé et pour la planète et de l'injonction à bien manger. C'est à partir de là qu'il faut construire. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, quand on parle d'écologie sans partir de la question sociale, on creuse un écart. Il y a une fracture socio-économique dans notre société. Aujourd'hui, il y a une fracture écologique avec ceux qui peuvent aller au marché bio avec leurs petits sacs cousus à la main, leur vélo électrique avec leurs enfants dedans. Et puis, il y a ceux qui sont obligés de dépendre d'un agroalimentaire que tout le monde exècre, dans des quartiers pollués, dans des logements pollués, avec des voitures polluantes, qu'on va même rejeter maintenant du parc automobile. Donc, si on ne met pas la question sociale au cœur, on crée une deuxième fracture, en plus de la fracture socio-économique, une fracture écologique, et ça génère de la colère, et la colère, ça génère des votes d'extrême droite. C'est comme ça que la question démocratique, environnementale et sociale sont reliées. Pour relever les minima sociaux et les bas salaires, 20% des Belges vivent avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté, soit 1 450 € pour une personne isolée. Les mères célibataires sont encore plus isolées et exposées à la précarité. Pourtant, on entend encore qu'augmenter ces minima sociaux, ce serait encourager à l'inaction. Pourquoi cette idée, elle est fausse ? D'abord, elle est fausse parce qu'on est dans une société où la notion de travail est très déterminante dans l'identité des personnes. C'est vraiment important de se rendre compte que les personnes, et la plupart des personnes qu'on rencontre sur le terrain, souffrent de ce statut d'inactivité. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut être clair aujourd'hui, pour toute une série de personnes, il n'y a pas de travail en fait. On ne leur propose rien. Si vous discutez avec les services d'insertion socio-professionnelle, ils vivent une grande souffrance parce que, pour donner un exemple, pour les femmes, ils n'ont qu'une chose à proposer, c'est le nettoyage. Et le nettoyage aujourd'hui, c'est en partie de l'esclavage. Il n'y a pas de travail pour tout le monde, il n'y a pas de travail décent pour tout le monde. Tant qu'on est dans cette situation, il faut évidemment encourager à ce que les personnes puissent vivre dans la dignité, parce que la précarité, c'est un travail à temps plein. Ça veut dire que quand vous êtes dans la précarité et que vous n'avez pas de quoi survivre, ça détruit votre santé. Et quand on n'est pas en bonne santé, on ne sait pas trouver un travail. Donc il faut que les personnes soient dans des conditions pour qu'elles puissent être disponibles, mais disponibles mentalement pour le marché de l'emploi et pas totalement accaparées par le stress de la précarité. Toutes les études montrent que de sanctionner, par exemple, les personnes après une durée de chômage, etc., ça ne permet pas d'augmenter le taux d'emploi. Ça permet juste aux personnes de dégringoler. Et donc, vu la richesse qu'on a dans notre pays, il n'y a aucune raison de laisser ces personnes à la précarité si la justification est de les activer à l'emploi, vu que ça ne fonctionne pas. Lutter contre la sous-protection sociale. En Belgique, il y aurait 10% des personnes éligibles à certaines aides sociales qui ne les demandent pas. Manque d'informations, critères administratifs trop stricts ou administration trop complexe, méfiance envers les institutions, peur d'être stigmatisés. Comment permettre à ces Belges d'intégrer ou de réintégrer notre système de protection sociale ? Alors c'est un travail main dans la main avec les services publics. Les services sociaux ne vont pas y arriver tout seuls. Donc ça, je pense que c'est très très important. Et c'est d'ailleurs les ponts qu'on essaie de faire et les réflexions qu'on essaie d'avoir ensemble. Évidemment, déjà, si on pouvait arrêter de stigmatiser les personnes précaires, ça les aiderait à demander de l'aide quand elles en ont besoin. C'est le premier rempart, c'est quand on vous a dit tout le temps qu'aller demander de l'aide, c'est d'être un assisté et qu'être assisté, c'est être une sangsue. Enfin, moi, je suis toujours frappée parce que les personnes en fait, très aisées sont très assistées, mais ça pose le souci à personne. Mais par contre, quand on est précaire, on ne peut pas l'être. Mais par contre, quand on se débrouille trop bien, ça veut dire qu'on complète, par exemple, ces minima sociaux avec du travail. Alors là, on est stigmatisé aussi. En fait, rien ne convient quand on est précaire. Donc la première chose à faire, c'est ça, c'est de favoriser le besoin d'assistance, c'est de favoriser la question de la solidarité, c'est de favoriser qu'on a besoin des uns des autres dans la société. Et tous, en fait, quelle que soit notre classe sociale, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment de donner les moyens aux services publics pour aller faire de l'outreaching, ça veut dire aller chercher les gens là où ils sont, et puis avoir une capacité d'accueil humaine. Là, on est en train de digitaliser, d'accélérer la digitalisation de tous les services publics. C'est un frein majeur au recours, au droit. Les services sociaux font ce qu'ils peuvent, mais ce que je dis souvent, c'est que ce qui est pour moi peu considéré, c'est que comme les services publics ont été définancés, ils n'ont plus tout à fait les moyens d'être proactifs dans l'accès aux droits. On digitalise l'accès aux droits. Donc il y a de moins en moins d'humains qui répondent au téléphone, qui sont derrière des guichets, ce qui aide beaucoup à l'accès aux droits. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les services sociaux sont acculés de demandes des gens pour recours aux bourses d'études, pour recours au CPS, etc., etc. Mais les services sociaux à la base, ce n'est pas censé être des sous-administrations. Les services sociaux associatifs, c'est un boulot d'écoute, de solidarité chaude, d'être présent dans les quartiers, de prendre le temps avec les gens. Et en fait, si vous définancez les services publics, tout arrive dans les services sociaux associatifs et il n'y a plus personne pour cette solidarité chaude, pour être là dans les quartiers, pour sortir des murs, pour prendre ce temps de l'écoute. Et donc, pour moi, dans un contexte de crise démocratique important et de montée des votes de l'extrême droite, c'est un enjeu majeur de laisser ces travailleurs de l'associatif à la place qu'ils occupaient ou qu'ils essayent encore d'occuper, parce que ça contribue vraiment très très fort à la démocratie. Ça veut dire que si vous avez l'impression de ne pas compter dans la société, si vous avez l'impression que vos problèmes n'existent pour personne, que ce que vous vivez dans votre logement, les rats, l'ascenseur qui tombe en panne, les difficultés scolaires de votre gamin, les déchets dans la rue, la plaine de jeux qui est tout le temps démontée, tout ça, s'il n'y a pas d'espace pour en parler, puis à un moment donné, vous avez l'impression que votre vie ne compte pour personne. Et à ce moment-là, la colère monte. Et c'est là qu'on voit des votes d'extrême qui explosent, en fait. Retrouvez l'interview écrite complète de Céline Nieuwenhuis, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, dans notre nouveau numéro de septembre. L'article s'appelle « La précarité, un travail à temps plein ».
C'était Pas là pour décorer, le podcast d'Espace de Liberté, le magazine du Centre d'Action Laïque. Pour nous lire, nous écouter, nous suivre, nous dire tout le bien que vous pensez de nous, une adresse edl.laïcité.be. Espace de Liberté, pour vous servir. Ah mais oui, espace de liberté. Espace de Liberté. Espace de liberté. Espèce de liberté. Ah, en plus. Ah oui, dommage.